Bonjour et bienvenue dans Vroom by Peter Otto. Impossible de parler d'automobile sans évoquer la marque Richard Mille. Nous recevons aujourd'hui son directeur marketing Timothée Malachar qui est également bras droit de Monsieur Mille. Passionné d'automobile, il a collaboré avec des constructeurs tels que Ferrari, Aston Martin ou encore Maserati avant de mettre les deux pieds dans le milieu de l'horlogerie il y a maintenant presque 12 ans. Bonjour Tim, et merci d'avoir accepté notre invitation dans Vroom by Peter Otto. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Tim Malachar, je suis le directeur marketing de Richard Mille depuis maintenant presque 12 ans. Après, j'ai fait une carrière plutôt dans l'automobile avant de rejoindre l'horlogerie. J'ai été passionné d'automobile depuis très très jeune. J'ai toujours voulu travailler dans l'automobile, en tout cas dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de stages étant jeune, à partir de l'âge de 16 ans. Puis après, j'ai fait des études aussi un peu dans le monde automobile en Angleterre. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec des expériences dans la Formule 1 et puis chez des constructeurs. D'accord, donc il semblerait que tu aimes l'automobile. D'où te vient cette passion ? Ouais, c'est pas d'où ça vient. Je pense que depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours été en train de jouer avec des petites voitures, quoi. Donc avec des majorettes, à faire des circuits, etc. Après, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était aussi un fan d'automobile, donc c'est sûr que ça aide quand son père est aussi fan de ça. Je pense que je suis encore plus picousé que lui il était. Et puis tout ce qui touchait 4 roues, un moteur, une carrosserie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et tout ce que je pouvais lire, regarder, absorber. On dit que j'ai une grande culture automobile, mais parce que c'est vrai que c'est un secteur sur lequel j'adore attraper la moindre chose depuis tout le temps et lire tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Donc, et puis après, on regarde avec des courses de voitures à la télé. Je me rappelle d'avoir été la première fois à voir une course automobile d'endurance à Silverstone en Angleterre quand j'avais 6 ans. Et ça m'avait juste, les bruits, les sensations, ça m'a juste marqué à vie, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est, selon toi, la plus belle voiture de course ? Oh, c'est difficile de dire. J'ai du mal à dire quelle est la plus belle. Je trouve qu'il y a pas mal de voitures qui sont juste magnifiques tout court. Après, la plus belle de toutes, je pense que avec le recul de tout ce qui a été fait en voiture de course, je pense que c'est une Ferrari P4. Je trouve que elle coche toutes les cases. C'est une sculpture sur 4 roues. Et puis en plus, ouais, elle a gagné des courses. Donc c'est le mythe Ferrari. Puis c'était à une époque où les carrosseries étaient totalement épurées. Il n'y avait pas d'autocollant, il y avait juste les numéros de course. Il n'y a pas de sponsor. Donc je pense que c'est la plus belle voiture, à mes yeux. Tu nous as parlé de la course de Silverstone comme étant celle qui t'a le plus marqué. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? J'ai grandi en Angleterre et mon beau-père, parce que ma mère s'était remariée avec un Anglais, avait une Porsche 911 et il a été invité par, je pense, le concessionnaire de l'époque pour aller assister à cette course d'endurance. Et je me rappelle, on était allé à Silverstone et puis on est arrivé sur un parking et je crois que j'ai jamais vu un parking où il y avait, je sais pas, 500, 600, 700 Porsche. Et je suis tombé de ma chaise, donc j'avais 6 ans, je pense, 7 ans. C'était en 82, 83, donc c'était la période des 956 Rothmans de chez Porsche, des voitures d'usine, donc les groupes C, et qui couraient avec des 935, avec des 934, avec des BM M1, donc il y avait un peu tout, mais c'était avant tout forcément Porsche, parce qu'ils raflaient tout à l'époque. Et je me rappelle d'être là avec lui, lui qui aimait les voitures, mais peut-être pas autant que moi, et de voir la course et de faire dans les tribunes, prendre des photos. Et d'ailleurs, c'est un de mes regrets, parce que j'avais pris plein de photos à l'époque des voitures avec lui, et j'aurais bien aimé les retrouver, mais bon, avec tous les déménagements, je les ai perdus, parce que c'était ma première course automobile. Ouais. En fait, ça m'a fait connaître la course en vrai, d'aller voir sur place à Silverstone cette course-là, avec les voitures, les vitesses, surtout les bruits. Tu vis tout sur place, quoi. Et c'était une période aussi où on pouvait accéder assez facilement, pas au box, mais on était quand même dans le paddock, on pouvait voir ce qui se passait derrière, etc. Donc c'était pas des grandes foules comme un Grand Prix Formule 1.
Aujourd'hui, l'accès au paddock n'est pas systématique, je pense notamment à l'automobile moderne. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui joue en sa défaveur? Ouais, je pense que oui, parce que les Américains, ils ont bien compris, et même le MotoGP, quand ils font les ouvertures de leur paddock aux fans avant les courses, on voit que les fans arrivent et peuvent s'approcher et voir dans les pit lanes, les box où il y a les motos en MotoGP. Aux États-Unis, en IndyCar, ils font ça parce qu'ils veulent aussi donner accès pour que les gens vivent dans l'intérieur. Et le côté un peu clinique, où c'est un peu un blocos comme on a en Formule 1, etc., fait que je trouve qu'on a perdu ce côté un peu contact avec les pilotes, etc. D'où d'ailleurs le succès de la série Netflix. Parce que la série Netflix qu'ils ont fait sur la Formule 1, qui a fait un bien énorme d'ailleurs à la Formule 1, parce que ça donnait un côté humain qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Donc ils en sont à la 3e saison et ça a d'ailleurs attiré toute une nouvelle clientèle de jeunes, de jeunes et de fans de F1 qui n'y avait pas auparavant. Puisque juste regarder une course de Formule 1 du début à la fin, en général on s'ennuie un petit peu, hormis s'il y a un peu d'accidents, etc. Mais là, ça donnait vraiment les enjeux derrière, financiers, politico, humains, ceux qui s'entendent pas, etc. Et c'est vrai que les paddocks, c'est vraiment important de pouvoir s'en approcher, comme on peut faire au Mans Classique, parce que si le Mans Classique aujourd'hui a autant de succès, c'est qu'on peut s'approcher vraiment des voitures de course et pratiquement les toucher, pas que des yeux, mais pratiquement physiquement, et des voitures qui sont centenaires. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment important, et surtout pour transmettre aujourd'hui un peu tout ce savoir-faire qu'on a eu dans l'automobile avec toutes ces périodes fastes de création, de créativité, de développement. Il y a eu tellement de changements que et c'est important qu'on puisse vraiment vivre de près les choses. Tim, dans ta carrière, tu es passé par de très belles maisons, Ferrari, Maserati. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles chez Richard Mille. Comment on passe de l'automobile à l'horlogerie? Je suis passé par la rencontre que j'ai eue avec Monsieur Mille. C'était d'ailleurs par le Mans Classique après 2004. Et on était toujours restés en contact, etc. C'est vrai qu'après, il m'a donné l'opportunité de rejoindre son équipe quand il était en train de s'étoffer pour être directeur marketing. Et ça a été vraiment une opportunité à ne pas à saisir tout de suite. J'ai toujours été fan des montres aussi, parce que bon, quand on aime les montres, on aime les voitures et vice versa, ça va souvent de pair. Donc d'où l'inspiration que la marque a beaucoup du monde automobile. Après, c'est vrai que le marketing qu'on fait dans l'automobile et ce qu'on fait dans l'horlogerie, il y a quand même pas mal de similitudes. La clientèle qu'on vise est à peu près la même. J'ai travaillé pour des marques. J'ai eu la chance de travailler pour des marques quand même de luxe et assez exclusives, en tant que Maserati et Aston Martin et Ferrari avant. Donc voilà. Et c'est vrai que bon, quand on arrive chez Richard Mille, le monde automobile, c'est pas quelque chose qui nous manque parce qu'on est noyé dedans. Donc par l'inspiration, par les produits, par les partenariats, par les pilotes, par les événements. La marque est intimement liée avec le monde automobile par son inspiration et par la clientèle on a une clientèle qui, dans l'ensemble, et ceux qui aiment les voitures ont des belles voitures, ont souvent des Richard Mille au poignet. Comment tu expliques ce lien très fort entre Richard Mille et l'automobile? Je pense que Richard Mille a toujours été, depuis lui, sa jeune enfance où il a vécu ses premières expériences de course automobile au Grand Prix de Monaco, et depuis, je pense qu'il a toujours été un peu passionné, surtout par les voitures de course. C'est vraiment, surtout dans la période fast, bon, il a eu ce qu'on peut appeler la belle époque, les années 60-70, où c'était une espèce de créativité sans fin à l'époque, moins réglementée qu'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la mécanique était très visible sur les voitures, alors qu'aujourd'hui, c'est les carrosseries qui sont couvertes en carbone et tout. Là, on voyait les moteurs, on voyait les suspensions, c'était quand même autre chose. Et c'est une beauté mécanique pour quelque chose qui était conçu pour gagner. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme dans l'aviation. On voit toujours que les plus beaux avions sont souvent les plus efficaces. C'est un peu comme ça. Et je pense que l'inspiration de l'automobile pour l'horlogerie qu'il a apportée, il a fait d'une manière très subtile parce que c'était pas au premier degré, en disant bah tiens, on va prendre, je sais pas, un bracelet, on va prendre le dessin du pneu et mettre sur le bracelet. Non, ça a été beaucoup plus poussé que ça. C'était avant tout une inspiration qui était technologique, et voir les matériaux qui étaient employés dans l'automobile pour les applications dans l'horlogerie. D'où que la matière de base qu'on a un peu chez Richard Mille, c'est le titane grade 5.
Et aujourd'hui, le carbone qu'on a aujourd'hui chez nous depuis 2013 et qu'on a développé avec des couleurs, avec du quartz, etc. Après, les mouvements eux-mêmes, pareil, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'inspiration qui sont liées à l'automobile. À l'époque, quand il a fait le sélecteur de fonction, avec le bouton poussoir, c'était un peu inspiré par les boîtes de vitesse qu'on trouvait sur les voitures de chez Ferrari, par exemple, les Formule 1, où on peut mettre en neutre, en point mort, et changer de fonction juste avec les palettes. Et là, c'était avec le bouton poussoir, c'est-à-dire, ok, plutôt que de tirer une couronne dans tous les sens, on va juste faire un système où on fait clic, et ça permet de choisir si on veut mettre en neutre, changer l'heure des aiguilles, et puis la remonter tout court. Et c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui. Donc c'est à tout niveau que l'inspiration automobile, et bon, aujourd'hui on a en plus des partenariats très forts avec McLaren et Ferrari, qui fait qu'avec McLaren depuis 5 ans, et puis Ferrari depuis cette année, où nous, ce qu'on aime bien avec ces partenariats, c'est avoir accès à leur centre de développement et à leur savoir-faire. C'est vraiment pas pour faire des développements où on met juste un logo d'un cheval cabré sur une montre et dire tiens voilà une montre Ferrari Richard Mille et puis on la vend. Non, c'est beaucoup plus poussé que ça et c'est ça qui est vraiment passionnant parce que quand on a accès à Ferrari, qu'on puisse aller chez eux et visiter les ateliers de Formule 1 et qu'on voit des composants qui semblent-ils banals sur le papier comme je sais pas, une pompe hydraulique. Dans Formule 1, c'est fait d'une manière, mais c'est juste une beauté extrême avec, c'est allégé, c'est fait avec des finitions, de soudure, c'est une beauté mécanique, mais, pour quelque chose de très banal. Et nous, c'est ce qu'on adore dans ce qu'on développe chez nous, c'est cette inspiration qu'on a sans cesse grâce à ces partenariats. La marque a donc un lien très fort avec l'automobile. Vous êtes notamment, tu en parlais un petit peu plus tôt, partenaire de l'événement Le Mans Classique. À cette occasion, vous dévoilez une montre exclusive pour cet événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Déjà, c'était une montre qu'on avait un peu développée pour l'année dernière, mais comme Le Mans Classique a été décalé d'1 an, maintenant 2 ans même, donc on a continué à faire ce développement là. Le Mans Classique, on a toujours fait des séries limitées depuis le début, en tout cas depuis 2008, de faire des séries limitées tous les 2 ans de 150 pièces. On a fait pas mal de versions autour de la modèle RM11. On en a fait une en 2018, c'est la dernière qu'on a faite, qui était la 1103, qui était en céramique blanche. Chaque fois, on reprend un peu les couleurs du Mans Classique, qui est donc les logos avec le vert et le blanc. Et on cherche qu'est-ce qu'on peut faire en termes de matériaux. Et là, avec la dernière version qu'on va lancer, là, on a poussé à l'extrême parce qu'on utilise des quartz de couleurs pour reprendre les couleurs Pantone qu'on a vers le Mans Classique et le blanc aussi. Donc c'est une pièce qui est vraiment chouette, avec une nouveauté dans ce matériau qu'on va annoncer. Et puis on refait 150 pièces et puis après on personnalise comme on a fait chaque fois la version Le Mans Classique par rapport à un modèle standard chez nous parce qu'on va faire peut-être un compteur 24 heures. On va peut-être mettre un petit marquage à 16 heures qui est le départ historique des 24 heures du Mans, ça a toujours été à 16 heures, donc on va mettre un petit rappel à 16 heures, etc. Mais on donne un côté un peu pas vintage, je dirais, parce qu'on est une marque très contemporaine chez Richard Mille, mais on donne un aspect qui est très très course lié au Mans Classique, ça c'est sûr. Alors, vous êtes présent dans le sport automobile à travers des partenariats constructeurs, événementiels, aussi bien sur la partie moderne qu'historique, mais chez Richard Mille, vous avez aussi pris la décision de prendre un peu le contre-pied et de créer une team composée uniquement de femmes, c'est la Richard Mille Racing Team. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? C'est un projet qui date depuis 2 ou 3 ans et Richard Mille faisant partie un peu de la commission d'endurance de la FIA, il est président. En discutant, et on a toujours trouvé et surtout lui, que chaque fois que les femmes essayaient d'être compétitives en sport automobile, c'était toujours difficile parce qu'il y avait le côté marketing qui faisait que on en parlait pour dire bon c'est une femme qui va venir, etc. et c'était pas à la hauteur de leur talent, on va dire. Et l'idée c'était vraiment prendre et faire une sélection vraiment qu'on a faite avec une équipe de pointe et leur donner le meilleur matériel
possible soit en endurance. Et ça, dans la catégorie LMP2, c'est de prendre un châssis Oreca, c'est de prendre une écurie comme on l'a fait avec Signature, une écurie qui fait aussi Alpine, et leur donner le meilleur matériel et les meilleurs ingénieurs. Et ça, c'était soit on fait Richard Mille a toujours dit depuis le temps que je connais, soit on fait des choses très bien, ou on les fait pas du tout. Et donc l'idée, c'est que si on donne les moyens à cette équipe de femmes, c'était vraiment leur mettre à armes égales qu'avec les hommes. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et après, pour la sélection, c'est sûr que quand on fait une sélection et on dit demain, on a un projet de LMP2 pour aller chercher des pilotes jeunes et souvent masculins, ils vont tous frapper à la porte et apporter leurs propres sponsors, etc. Là, c'est sûr le champ de vision était tellement réduit parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui étaient disponibles et qui vivent de la course automobile. Oui, il y a eu des championnats qui ont été créés comme le W Series, il y a des écuries Ferrari qui ont fait un équipage 100% féminin. Mais c'est la première fois qu'on faisait un projet 100% féminin dans les sports prototypes et dans la catégorie LMP2, qui est quand même une des catégories phares de l'endurance aujourd'hui, hyper compétitif. Et puis c'était de prendre des personnes qui sont venues de différents secteurs, de la monoplace, avec Tatiana Calderon par exemple, qui venait de la F2, etc. Et faire en sorte qu'on crée vraiment une équipe solide. Et ce qui est important, c'est de véhiculer que l'endurance, c'est un travail d'équipage. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu et encore aujourd'hui, pour leur dire que c'est important, que c'est pas chacun pour soi. Et c'est la façon aujourd'hui d'être compétitif et de faire en sorte qu'on se tire vers le haut. Et c'est une chouette expérience parce qu'on voit à chaque course qu'elles progressent. Elles ont quand même fait une sacrée perf aux 24 heures du Mans l'année dernière. Quand même 13e au général, 9e dans leur catégorie de LMP2, pas de faux pas, pas de faute, vraiment propre, et Dieu sait qu'en plus c'était la première fois qu'elle faisait une course de 24 heures, qu'elle roulait de nuit, qu'elle roulait au Mans, et que d'un plateau quand même de 60 voitures avec les GT qui sont beaucoup tout le trafic à gérer, etc. Et elles ont vraiment, ce que c'est vraiment sympa à la fin de cette course-là, c'était le respect et les messages qu'on a eu positifs de tous les autres concurrents et les autres pilotes qui ont dit waouh, chouette boulot, c'est super boulot qu'elles ont fait. Donc c'est exactement ça qu'on voulait, c'est que c'était pas juste de la figuration, parce que c'était un équipage féminin et que tous les médias sont dessus, c'était vraiment aussi le fait qu'elles ont bien performé. Et on a eu des super retours là-dessus, dans des médias qui s'intéressaient à vivre de l'intérieur, donc on a pas mal de demandes, on a eu des sujets avec des interviews du New York Times, de pas mal de canards qui sont vraiment intéressés à ce projet-là, parce que c'est quelque chose de différent, parce que c'est quelque chose de nouveau, et aussi parce que on donne un équipement le meilleur équipement possible pour être à armes égales avec les hommes, quoi. Et qu'aujourd'hui, cette année, le plateau LMP2, il est encore mieux garni que l'année dernière. Donc c'est encore plus compétitif. Donc et ils ont déjà fait une course et c'est vrai que il y a eu des changements de réglementation, des choses ont un peu modifié. Donc il faut aussi s'adapter aux pneus, à moins d'appui aérodynamique, etc. Donc c'est assez marrant aussi de voir qu'elle doit s'adapter à ces changements-là. Mais comme pour les hommes, etc. Mais non, c'est un chouette projet et on vit ça vraiment de l'intérieur avec Amanda Mille qui pilote ça chez nous, qui gère des partenariats avec moi. Et c'est aussi du coaching avec les filles. C'est pas juste du sponsoring, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et on est au téléphone tout le temps avec eux, avec elles, avec les pilotes. Et faire en sorte de les faire comprendre qu'on est là pour vraiment faire progresser sans cesse ce challenge qu'on a cette année et aussi voir les années à venir, quoi, parce que ce serait dommage de s'arrêter là. On comprend donc bien que les femmes et l'automobile sont un axe important pour vous et vous ne vous êtes pas arrêté à la Richard Mille Racing Team puisque vous êtes également partenaire titre d'un autre événement. Il s'agit du Rallye des Princesses Richard Mille. En fait, nous on a toujours été vus comme une marque très masculin, un peu même macho, depuis la création. Alors qu'on faisait des montres femmes depuis 2005-2006. Mais le vrai push à partir de 2012-2013, c'est quand on a lancé nos propres calibres maison et une collection dédiée à la femme. Et aujourd'hui, ça représente pas loin de 30% de notre production. On a fait un énorme push là-dessus. Bon, forcément, on a eu quelques égéries qui ont aidé là-dessus, qu'on a appris, qu'on fait des développements produits avec nous. On a aussi fait beaucoup de communication là-dessus. Et ça a totalement de sens de faire et l'équipage féminin en endurance, tout comme le Rallye des Princesses qu'on fait depuis 2014, et de faire le Rallye des Princesses qui, pour nous, c'est un rallye 100% féminin, c'est 90 équipages. Nous, c'est quelque chose j'étais étonné en bien parce que depuis la première année, il y a eu un engouement chez nous
beaucoup plus auquel je m'attendais. Et on a quand même, en année normale, on a quand même pas loin d'une vingtaine de voitures que nous on amène des clients, de la presse, pour vivre des étapes, pour faire tout le rallye. Et c'est vraiment leur rallye à elle. Et moi j'ai jamais suivi, mais j'ai toujours fait le départ. Mais c'est vrai que et c'est pris très au sérieux parce que même si c'est que de la régularité, et la régularité c'est assez vraiment compliqué à gérer. Et puis je veux dire, elles sont maniaques, hein, elles veulent gagner. Et le plateau chaque année il s'est bonifié, il y a de plus en plus de belles voitures, on a de plus en plus une clientèle internationale qui vient. Et je trouve que l'année prochaine, quand on va refaire ça, et pour les futures années avec Pétoroto, ça va être quelque chose de chouette, qu'on pourra vraiment continuer à travailler comme on a fait sur les autres événements avec Pétoroto. Mais non, c'est quelque chose qui colle vraiment bien à ce qu'on fait chez Richard Mille, parce que c'est l'automobile avec le monde féminin. Et puis bon, on a la chance de faire ça en France où tu as quand même un réseau routier secondaire qui est juste magnifique. Donc c'est aussi une découverte pour beaucoup de nos clients et de la presse, et même pour nous, quand tu traverses des coins de la France auxquels on n'a jamais été, quoi. L'automobile et l'horlogerie ont beaucoup de points communs. Toi, Tim, personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ces industries, dans ce milieu ? Moi, je trouve ce qui est passionnant dans l'horlogerie et dans l'automobile, surtout en vieillissant, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière la création de ces marques-là, en fait. Et moi, je trouve que souvent, on oublie que derrière toutes ces marques, il y a des hommes. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour une marque qui porte le nom du créateur Richard Mille, mais je trouve que toute l'inspiration, toute la stratégie, toute la vision depuis 20 ans, il n'a jamais bougé de ce qu'il a créé en 2001. Même si le succès il est là aujourd'hui, il n'a jamais bougé du tout de sa vision, de sa stratégie. Et ça, je trouve ça une force de caractère extraordinaire. Et je trouve que c'est dans l'automobile, ce qui est passionnant, c'est voir comment des marques ont été créées par des ingénieurs comme Porsche, Ferrari forcément avec Enzo Ferrari, et derrière tout le développement qu'il y a eu derrière en course, après l'inspiration des voitures de course, après la technologie qui était passée sur la route. Et je trouve que c'est ça que je trouve vraiment passionnant. C'est tout ce transfert de technologie qu'on peut avoir de la course sur les voitures de série. On dit souvent que c'est un peu galvaudé, que c'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même tellement d'exemples qui montrent que grâce à l'aide de Constomy, on a fait des progrès extraordinaires dans l'automobile tout court, que ce soit en consommation, que ce soit en sécurité. À l'époque, la Formule 1, McLaren était le premier à faire un châssis en carbone. C'est ce qui a sauvé tous les pilotes depuis les années 80 et 90 dans les accidents. Hormis, oui, il y a quand même eu quelques morts, mais tellement moins que ce qu'il y a eu dans les années 70. Et pareil en endurance. Aujourd'hui, quand on voit les accidents qu'il y a en course automobile grâce à la sécurité et qui s'en sortent indemnes, c'est juste, on est devenu habitué à ce qu'il n'y ait pas de mort du tout. Et quand il y a un mort, ça nous choque énormément, comme on a eu avec Jules Bianchi, le pauvre, il y a quelques années, au Japon. Et comme il y a eu même le week-end dernier avec un jeune pilote en moto. Et ça, on n'est plus habitué. Mais les Anglais disent toujours, et je me rappelle quand j'étais jeune, et même quand j'allais à Silverstone pour cette fameuse course, et ensuite quand je suivais des rallyes comme le rallye de Grande-Bretagne, les Anglais, ils sont assez pragmatiques. Ils ont toujours mis « Motor racing is dangerous ». C'est le premier panneau que tu vois partout, tu vas sur les circuits en Angleterre et dans les rallyes. Et on oublie cet aspect-là parce que malheureusement, le risque zéro n'existe pas, et il n'existera jamais. Même si on fait des progrès en sécurité faramineux, et nous on a notre pilote Romain Grosjean avec qui on est en partenariat depuis des années. Quand on l'a vu pendant 25 secondes dans une boule de flamme à Bahreïn, tout le monde croyait que c'était fini, qu'il était mort. Quand tu vois après qu'il saute au-dessus de l'autre côté de la barrière et qu'après il va vers l'équipe médicale qui était dans la voiture suiveuse, etc. C'était juste miraculeux. Mais ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que même Romain, il avoue que le fameux Halo qui a été créé suite à la mort de Jules Bianchi, il était contre. C'est ce qui lui a sauvé là. Clairement, comment il a transpercé la barrière. Donc voilà, je trouve que cet aspect-là, je trouve que de technologie, et je pense que l'automobile, même si on voit que c'est quelque chose qui est souvent pointu du doigt, que ça pollue, etc., quand on voit aujourd'hui réellement ce qu'un véhicule de série pollue réellement par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, c'est vraiment pas grand-chose. Après, oui, on va dans un sens où on veut viser le zéro carbone, ça se comprend aujourd'hui, mais faut pas griller les étapes non plus. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Tim, et à très bientôt. Ouais, merci. Le drapeau à damier se lève sur ce 9e épisode de Vroom by Pétoroto. On remercie chaleureusement Tim Malachar pour le temps accordé.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. De mon côté, je vous retrouve courant août pour un tout nouvel épisode. À bientôt sur Vroom by Peter Otto.